Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Je suis un petit peu fatigué mais très heureux de mon week-end puisque j'ai eu la chance d'être invité au festival Pokardheim à côté de Mulhouse à Heimsbrunn, si je le prononce bien cette fois-ci. Merci énormément à Xavier Noël Kuhlmann de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi tout simplement pour faire quelque chose que j'avais très envie de faire, à savoir commencer à caster des tournois Lorcana. Bon, c'était un tournoi à 24 joueurs mais voilà, j'ai pu m'essayer dans les meilleures conditions puisque j'étais accompagné d'Athirion, que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne puisqu'il a fait quelques petites apparitions avec moi, mais surtout pour faire ça dans les meilleures conditions et apprendre des plus grands, j'étais accompagné du grand Rofelos et ainsi que de Petit Quick. Donc un grand merci à vous deux en tout cas pour avoir partagé ce week-end et avoir casté ces parties de Lorcana, c'était évidemment très intéressant. J'ai énormément apprécié caster des tournois de Lorcana, j'espère évidemment que ce ne sera pas la dernière fois. Merci donc une dernière fois à toute l'organisation du festival, que ce soit les bénévoles, les gens qui s'occupaient de la régie, du son, bref tout le monde, merci beaucoup et merci particulièrement à Xavier Noël Kuhlmann encore une fois qui a tout simplement, tu as pensé à moi et ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci également à Jérémy de la chaîne Canalor Café, c'était vraiment un plaisir de te retrouver là-bas et félicitations à Pang pour son parcours tout simplement incroyable lors de ce tournoi, même si malheureusement la dernière marche n'a pas pu être franchie. Franchement bravo, le parcours était tout simplement incroyable. Avant de passer du coup à la vidéo qui vous intéresse, à savoir la méta-analyse du 7-8 en vue de ces championnats de 7 qui vont commencer la semaine prochaine et qui vont s'étirer un petit peu tout le long de cet été pour nous accompagner tranquillement jusqu'à la rotation. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salanches dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le site de leur site internet est évidemment dans la description, tout comme les decklists que je vais présenter juste après. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram ainsi qu'à rejoindre le Discord Alter Ego. Plus on est de fous, plus on rit, et on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, à savoir les decklists, et on commence évidemment par l'indémodable, l'irremplaçable, le fameux Steelsong dans sa version un petit peu finale, puisque je le rappelle, c'est la dernière fois qu'ils seront jouables en construit, puisque au mois de septembre, dès le 31 août, on va avoir la rotation, et du coup beaucoup de cartes vont ne plus être jouables en format construit, elles le seront tout le temps en format Infinity. Mais voilà, c'est un petit peu le dernier bal un peu du Steelsong, en tout cas la dernière fois qu'on peut le jouer pour les 7 championships. Qu'est-ce qui change du coup par rapport aux versions d'avant? Quelle est un petit peu la forme finale du Steelsong pour cette première année de compétition? Et bien c'est principalement l'ajout de la boucle Rhino, avec le petit Rhino, un drop 1, une 1-2 pour 1 ancrable killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. On se rend compte en tout cas quand on le joue que ça peut être intéressant, cette capacité de pouvoir baisser un petit peu l'attaque d'un personnage adverse, que ce soit pour prendre un trade immédiatement ou pour protéger un petit peu son board d'un trade lors du tour de l'adversaire. Forcément, si on joue un petit Rhino et que je vous ai dit qu'il y avait une boucle, c'est parce qu'il y a le Rhino Hamster survolté, une carte bicolore 4-3 pour 4 ancrables killer 2 qui s'altère pour 2. La seule différence avec le Robin, c'est évidemment que lui pourra chanter uniquement des chansons à 4, mais honnêtement ça suffit amplement parce qu'en plus d'être une 4-3 killer pour 2, ce personnage a résistance 2 tant qu'il n'a pas de dommages sur lui. Il a 4 d'attaque, donc ça va vous permettre d'aller prendre pas mal de trades, de résister à pas mal de choses. Bref, une nouvelle carte qui a vraiment tout simplement volé la place du Robin qu'on pensait un petit peu indéboulonnable à ce poste. Sinon on a aussi la rentrée de la nouvelle Namari Rival Obstiné, la légendaire du 7-8, une 0,5 pour 5 ancrable killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage et au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Alors au début de votre tour, c'est comme la Lilo, ça se fait avant de piocher, donc il faut bien annoncer que vous faites le trigger de Namari. Et l'autre capacité de ce personnage, c'est qu'il a +1 d'attaque pour chaque carte dans votre défausse. On le sait, un des principaux défauts du Steelsong, c'est que on peut avoir un petit peu de mal à aller gérer parfois des lieux, parfois des créatures avec pas mal de points de vie, notamment quand l'adversaire arrive à bien gérer nos Lorenz par exemple, nos Prince Navin et nos Pat. En dehors de ces personnages, on voit qu'on a quand même un board qui est assez faiblard avec beaucoup de personnages qui ont 1 d'attaque
2 d'attaque. Le Rhino, bon, fait un petit peu exception, mais c'est un petit peu la nouvelle version du Steelsong qui a un peu plus de peps, un petit peu plus de patate en tout cas. La réponse qui a que 1 d'attaque, donc en fait vous allez souvent avoir un petit peu de mal à les gérer. Je pense notamment au Manor de Picsou pour votre match-up le plus défavorable contre le bleu-rouge. Donc la Namari peut vraiment vous aider à combler un petit peu cette lacune qu'on pouvait avoir. Il est possible dans cette version-là, en tout cas que je vous présente, de rajouter l'alter de Ariel guerrière supersonique qui est 3-8 pour 600 crabes qui leur 2, qui s'altère pour 4 et à chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez payer 2 d'encre pour choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Ça fait franchement bien son travail, c'est même très très agréable. Sinon pour le reste de la decklist, vous allez le voir, c'est vraiment du classique. 4 petites cendrillons, principalement quand on est sur la draw, quoique même maintenant c'est même plus exactement vrai. Qu'on soit sur la draw ou sur le play, globalement le petit Rhino c'est globalement un petit peu meilleur, enfin ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut s'expandre sur le board, c'est-à-dire proposer à notre adversaire non pas une créature mais plusieurs créatures, il va évidemment falloir privilégier Cendrillon et Monsieur Mouche. Donc ça c'est plutôt dans une optique où l'adversaire aura de la facilité à gérer vos créatures individuellement. Évidemment quand on joue un alter, on n'a qu'une seule créature, donc si l'adversaire arrive à nous bannir cette créature d'une certaine façon, il bannit 2 cartes en une seule fois. Donc ça va vraiment dépendre un petit peu de la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez plutôt sécuriser le board avec plusieurs personnages qui sont certes un petit peu moins forts mais qui peuvent vous permettre de faire bien des choses. Vous avez évidemment le Troubadour 1-3 résistance 1 qui est Méloman 4 que vous pouvez évidemment remplacer par la Ursula suivant ce que vous préférez. Vous préférez soit avoir une 1-4 soit avoir une 1-3 résistance plus 1. Je pense qu'il y a débat là-dessus, c'est un petit peu au feeling de chacun, c'est un petit peu aux fonctions de ce que l'on aime et ce que l'on ressent en jouant ces cartes-là. Évidemment, 4 Ariel, chanteuse exceptionnelle, Méloman 5, la carte un petit peu iconique du Steelsong qui va évidemment partir avec la rotation. C'est pour ça que je pense que le Steelsong ne survivra pas à la rotation. Classiquement, on a 4 Lorenz, 4 Pat, 3 Prince Navin au cas où l'adversaire vous ait un petit peu causé des ennuis et que vous n'ayez pas réussi à sécuriser, à poser vos mélomanes et à pouvoir les faire résister un tour pour ensuite vous en servir. 4 réponses parce que forcément on a besoin de pioches dans le Steelsong. Et ensuite pour les chansons on part sur un package à 18. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous des 17. Pourquoi 17? Tout simplement parce que c'est le nombre de chansons qui permet statistiquement à 2 Ariel sur 3 de trouver une chanson quoi qu'il arrive. Donc forcément si vous jouez que 16 chansons, vous allez pouvoir potentiellement rater plus de Ariel, statistiquement en tout cas, hein, évidemment il y aura toujours des gens qui vont réussir à trouver des chansons avec, avec moins de chansons que 17 sur toute leur Ariel, mais voilà, statistiquement il est conseillé de jouer 17 chansons ou plus, et pour ce faire c'est assez simple, on a quand même un petit peu l'embarras du choix. Ici on a pris forcément les 16 chansons classiques du Steelsong à chaque fois, à savoir 4 perdus dans l'hiver, 4 plus ardents que le feu des volcans, 4 quand soudain du survint Zeus, et enfin 4 ce rêve bleu. Ensuite c'est libre à vous un petit peu, le dernier slot il est un petit peu libre, soit vous voulez y ajouter un petit peu de discard avec pourquoi pas des il en faut peu pour être heureux. Vous pouvez également rajouter des grands génies du mal si vous sentez que la méta dans votre boutique locale est peut-être plus portée sur le bleu-rouge, pourquoi pas prendre des grands génies du mal pour pouvoir se débarrasser des créatures un petit peu pénibles assez rapidement. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du Steelsong, on le connaît. Par contre, la nouveauté un petit peu du set, c'est la version Amber Steel aggro. Alors elle existait évidemment avant, mais elle bénéficie ce set là en tout cas d'un ajout qui est vraiment monstrueux. Bon, hormis la nouvelle boucle Rhino du coup qui est très agressive et qui va pouvoir être jouée même sans le petit Rhino alter pour 4. Donc en fait ça globalement par rapport au Robin qu'on pouvait imaginer avant, il est quand même plus bas en curve, donc plus facilement jouable pour son coup seul. Évidemment si vous arrivez à l'altérer c'est bien, mais surtout la véritable star des decks aggro à l'heure actuelle, c'est évidemment Lady Chienne de famille, une 2-2 pour 2 en crabe, pour 3 pardon, une 2-2 pour 3 en crabe qui leur 2 et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Forcément, ça donne envie d'embarquer beaucoup de personnages qui coûtent 2 ou moins, notamment les Monsieur Mouche, le meilleur T2 du jeu à l'actuel, la 3-3 pour 2 en crabe qui leur 2 qui se blesse en fin de tour, mais évidemment dans un Steelsong, c'est absolument pas un problème puisque ça va naturellement être un moteur de pioche pour votre réponse, mais aussi de pouvoir embarquer
Porcinet, capitaine pirate de Winnie, une 2-2 pour 2 en crabe killer 1. Mais si vous avez 2 autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus 2 de l'or sur votre tour 3 si vous arrivez à par exemple faire un tour 1 Daisy, un tour 2 Monsieur Mouche, un tour 3 Lady qui va poser Porcinet. Honnêtement, si l'adversaire hésite un tout petit peu à venir contester votre board, c'est quasiment la win assurée dès le tour 3 puisque vous allez pouvoir compléter au tour 4 avec au tour suivant avec un Rhino, une réponse ou pourquoi pas même un Dingo, la nouvelle légendaire du set 8, une 3-4 pour 4 en crabe killer 2. À la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à un dommage de chacun de vos autres personnages. Redressez chaque personnage à qui vous avez retiré un jeton dommage de cette façon. C'est tout simplement très bien pour sécuriser un board. Vous allez pouvoir blesser un petit peu vos personnages. Par exemple, la Daisy, vous allez pouvoir globalement, pourquoi pas lui mettre un perdu dans l'hiver dessus, partir à l'aventure avec, donc faire piocher, faire vos 2 de l'or, piocher une carte avec le perdu dans l'hiver et à la fin de votre tour la redresser pour être sûr de pouvoir la réincliner au tour d'après. Pour compléter un petit peu ce plan de jeu diabolique, moi j'aime bien rajouter des vinyles pigeons dedans, le pigeon vert, une 1-4 pour 3 non crabe killer 1. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, gagnez un éclat de l'or. Donc si l'adversaire a déjà du mal à gérer vos personnages, que vous arrivez à faire beaucoup de l'or, vous allez pouvoir finir un petit peu la partie avec des vinyles pigeons qui vont être posés en fin de partie pour dire à l'adversaire en fait si tu veux trade le board de manière classique, ok mes personnages n'ont pas beaucoup de force mais ils vont quand même me rapporter un petit peu plus de l'or grâce à vinyle pigeon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. On joue évidemment 4 Penny, 4 Cendrillon faisant sensation au bal parce qu'on embarque quand même le package un petit peu minimum de l'Amber Steel, à savoir les petites chansons pour 3, le perdu dans l'hiver et plus ardent que le feu des volcans en x4, 4 profs pour pouvoir aller piocher si jamais on galère un petit peu puisque si on n'arrive pas à trouver des réponses, on a quand même les profs, donc ça fait 8 cartes de pioche sur tout le deck. Normalement ça suffit puisque le deck ne veut pas perdre son temps, il veut aller très très vite. Mais si vous n'aimez pas jouer Amber Steel et que vous préférez même pouvoir battre facilement cet Amber Steel, je vous conseille de vous tourner vers la bicolorité bleu-rouge avec 2 types de decks aussi pour cette bicolorité là. C'est vraiment là qu'on se rend compte que l'Orcana devient de plus en plus riche puisque chaque bicolorité propose en tout cas de plus en plus d'archétypes viables. Cette version là évidemment c'est la version célèbre puisque c'est une des versions en tout cas que joue DKP. Je sais qu'il embarque pas toujours les dingos, qu'il embarque pas toujours les bagarres, mais voilà, moi c'est une version, la version que je vous propose en tout cas, ça me semble être la version la plus équilibrée pour aller tenter de remporter ce Tapiscar. Donc une version bien connue avec évidemment 4 Maui demi-requins, 4 Maui idole des hommes, 4 grand-mère Tala, 2 dingos donc pour avoir un petit peu ce côté explosif puisque ce personnage est une 2-4 pour 4 en crabe qui a charge. Chaque fois que ce personnage défie un autre, vous gagnez 2 éclats de l'or. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé de bannir le personnage que vous défiez pour gagner ces points de l'or, donc ça peut évidemment être intéressant. 4 typos en début de partie pour essayer de ramper, 4 Tamatoa pour essayer d'avoir ce second souffle en fin de partie, à savoir que lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez dans votre main jusqu'à 2 objets de votre défausse. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement, une 4-5 Killer 2 pour 6 ancrables. Ça vous permet d'aller récupérer les objets que vous allez vouloir jouer, à savoir les glaces à l'eau, l'objet qu'on connaît tous. Pour 1, vous piochez une carte et vous pouvez soigner en bannissant cet objet. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit peu ce second souffle, parce qu'on n'a plus évidemment Flavorsham pour aller piocher beaucoup. Heureusement le Tamatoa fait très très bien l'affaire. On embarque quand même 2 Hades, Conspirateur Infernal, la 3-6 pour 7 non ancrables du set 1, Killer 2, et qui vous permet de bannir un personnage, enfin de mettre plus précisément un personnage dans la réserve d'encre de son propriétaire. Pourquoi est-ce qu'on joue les Hades maintenant et un peu moins les libérés délivrés? Tout simplement parce que Medusa est beaucoup moins présente dans la méta et il vaut mieux, je pense en tout cas, proposer du board avec une 3-6 Killer 2 plutôt que juste avoir une chanson qui se chante, même si Libéré délivré est ancrable alors que Hades est non ancrable. Mais bon, dans ce deck là on a réussi à l'optimiser pour avoir que 12 non ancrables, 2 Sisu sort responsable, la 5-4 qui leur 3 pour 8 non ancrables, qui s'altère pour 6 mais ici on s'en fiche. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant 2 d'attaque ou moins. Ça c'est un petit peu la terreur des decks aggro puisque vous ne pouvez pas globalement
également éviter la 6 sous. Contrairement à un Soyez Prête, vous allez pouvoir jouer des pattes, lui faire défausser avec Il en faut peu pour être heureux ou avec des Ursula en bobineuse. Là, la 6 sous, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de vous prendre son effet. Donc évidemment, contre les match-up aggro, c'est souvent fin de game quand une 6 sous arrive à taper le board. Sinon, au niveau des actions, on embarque tout le package pour pouvoir creuser dans son deck et un petit peu pallier à l'absence de Flaversham, à savoir les visions de l'avenir et développe ton cerveau, qui permettent d'aller regarder respectivement dans les 2 ou les 5 premières cartes de votre pioche pour ensuite en prendre une et la mettre dans votre main. Pour vous aider en début de partie, vous allez vouloir jouer des vogués sur les mers azurites pour pouvoir ramper un petit peu et un petit peu de contrôle avec bagarre, on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer, donc c'est toujours bien d'avoir quelques bagarres dans son package. Si vous n'aimez pas dingo, vous pouvez très bien mettre pourquoi pas 4 bagarres. Si vous aimez beaucoup dingo, vous pouvez enlever les bagarres et mettre 4 dingo, c'est un petit peu au choix. 4 bleu lumière, pareil pour ramper et aller creuser dans son deck, carte qui n'a plus vraiment besoin de faire ses preuves puisque c'est une carte qui est redoutable, on le sait tous. La particularité de ce deck là, c'est évidemment son côté burn avec la vie d'un pirate, la chanson qui se chante à l'unisson pour 6 et qui permet d'enlever 2 éclats de l'or à votre adversaire pour vous en gagner 2. Si vous avez le Maui de Mirukin, ça vous permet de gagner 3 éclats de l'or et d'en enlever 2 à votre adversaire, donc globalement de faire plus 5 d'éclats de l'or, donc c'est très très intéressant. Le Raceboard qu'on connaît tous et qu'on est peut-être un petit peu triste de voir partir quand même, c'est Soyez Prête, bannissez tous les personnages pour 7 non ancrables. Et enfin, pareil, la carte un petit peu signature de DKP, c'est évidemment le manoir de Picsou pour 4 ancrables, un lieu qui a 9 de volonté et qui surtout leur 2 en début de tour, c'est énorme. Si vous aimez bien jouer bleu-rouge mais que vous n'aimez pas vraiment la version de DKP qui est quand même assez dure à jouer, notamment depuis qu'on n'a plus les Flaversham, je vous conseille de jeter un œil à la version objet du bleu-rouge qui embarque elle beaucoup d'objets, une vingtaine d'objets, 20 même précisément, et dont l'objet star est évidemment l'atelier de Maurice pour 3 non ancrables. Chaque fois que vous jouez un autre objet, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Globalement, vous allez jouer beaucoup d'objets dans votre deck et du coup ça va, grâce à l'atelier de Maurice, vous allez pouvoir piocher constamment énormément de cartes et c'est un petit peu de là que vient la force du deck, cette capacité à piocher beaucoup. Et piocher quoi, vous me direz? Eh bien principalement des cartes qui vont vous permettre de gérer votre adversaire, notamment cette fois-ci 4 6 sous, 3 Maui, idole des hommes, 2 Soyez Prête. C'est surtout les 6 sous en fait qui vont vous aider à nettoyer le board. Comment est-ce que vous allez pouvoir tenir un petit peu en début de partie, puisque c'est pas en posant des objets que vous allez pouvoir globalement faire peur à votre adversaire? Et bien vous allez pouvoir jouer la belle apprentie inventrice, la 3-3 pour 3 ancrables qui leur 1, et durant votre tour vous pouvez bannir l'un de vos objets pour jouer ce personnage gratuitement, accompagné de Balthazar Picsou avare plein de ressources, la 4-4 pour 4 ancrables qui leur 1, et qui peut être joué gratuitement en épuisant cette fois-ci 4 de vos objets. De plus, lorsque vous jouez ce personnage, vous allez regarder les 4 cartes du dessus de votre pioche pour révéler une carte d'objet parmi elles et la mettre dans votre main. Et ensuite, le reste ira sous votre pioche. Donc en gros, c'est une carte qui synergise avec les objets et qui renforce la mécanique objet. Pourquoi s'en priver? La carte évidemment qui s'intègre parfaitement bien dans ce deck là, c'est le Tamatoa peut enfin sécher ses larmes, on l'a vu tout à l'heure. Dans le deck précédent, il permettait principalement de vous fournir plus de gaz en fin de partie. Là, il permet tout simplement de jouer le sous-fétiche, puisque c'est un petit peu votre win condition. Vous allez vouloir faire un tour, vous allez vouloir poser, contrôler le board évidemment, poser beaucoup d'objets, ramper avec par exemple vos glaces à l'eau, bref, accumuler beaucoup de ressources, beaucoup de cartes jusqu'à trouver votre sous-fétiche, le jouer d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le Tamatoa ou de le jouer tout simplement gratuitement, et de finir la partie avec un gros Tamatoa bling bling, la 5-8 pour 8 ancrables du set 1, qui gagne un point d'éclat de l'or pour chaque objet que vous avez en jeu. Si vous arrivez à accumuler, là en l'occurrence il y en a 20, mais à partir du moment où vous en avez 8 ou 9, vous allez pouvoir faire 10, 11 de l'or pendant le tour, donc ça devient
très impressionnant. Vous allez globalement pouvoir gagner très vite. Pour vous y aider, vous avez évidemment les actions un petit peu classiques, à savoir vision de l'avenir, voguer sur la météorite et cette fois-ci 4 bagarres pour tenir un petit peu en début de partie. Les objets, c'est du classique. La sphère de vitalité pour gagner un petit peu en peps et en réactivité par rapport à ce que peut vous proposer les decks en face. Les glaces à l'eau parce que évidemment c'est le meilleur objet du jeu à l'heure actuelle. La spirale de saphir pour rendre vos Sissou encore plus redoutables, d'autant plus que vous allez pouvoir ancrer beaucoup via vos plumes en forme d'arête, via vos voguets sur la mer Azurite. Donc vous allez pouvoir bénéficier énormément de cet effet de -2 sur un personnage adverse. Les glaces à l'eau on les a vus, et enfin le sous-fétiche. 15 nodes ancrables, attention, alors il y a plusieurs versions. Celle-ci embarque de manière assez originale la Chicha Maman Dévouée, une 2-1 pour 2 non ancrables qui a soutien. Bon, je pense que c'est un petit peu anecdotique le soutien. Par contre, durant votre tour, lorsque vous placez une carte dans votre réserve d'encre, si c'est la deuxième ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Il y a pas mal de possibilités pour ancrer 2 fois pendant le tour. Donc la Chicha peut devenir un moteur de pioche assez intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle trouve sa place. Il y a des versions qui ne l'embarquent pas. Je voulais vous présenter une version un petit peu plus originale avec les chichas. C'est chose faite. Si vous n'aimez pas les deux archétypes un petit peu dominants, à savoir rouge-bleu et Steel Song, mais que vous aimez bien les quand même decks un petit peu contrôle, je vous conseille de jeter un œil à un deck qui a le vent en poupe depuis le 7. 7, c'est évidemment le Blurple. Qu'est-ce qui change principalement pour ce Blurple par rapport au 7-7? Bon là j'ai mis une version avec les Anna en mission magique, donc une carte du 7-8, la 3-6 pour 6 ancrable killer 2 qui s'altère pour 4, mais vous ne jouez pas d'autres Anna donc peu importe. Le soutien, pourquoi pas, ça peut être utile, mais en tout cas chaque fois que ce personnage est en voie l'aventure, si vous avez un personnage nommé Elsa en jeu, vous pouvez piocher une carte et ça tombe plutôt bien parce que cette decklist là embarque quelques Elsa, notamment la Elsa 5ème esprit, un petit peu un staple du violet, la 2-5 pour 5 ancrable killer 1, charge insaisissable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser, c'est tout simplement très fort. Et pour vous aider un petit peu en fin de partie, et je pense aussi parce qu'on aime beaucoup cette carte, on peut jouer la Elsa pour 8 non ancrables killer 3, 4, 6, alter 6. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez jusqu'à 2 personnages et épuisez-les. Ils ne peuvent pas être redressés au début de leur tour. Donc ça c'est vraiment une carte tempo par excellence, tempo contrôle par excellence, et c'est un petit peu ce qu'est le Blurple à mon avis. Il bénéficie également du Monstro, une nouvelle carte du 7-8, donc un énorme tas, une 6-8 pour 8 en Crab Killer 2 charge, et comme si ça suffisait pas, défaussez-vous d'une carte, redressez ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est tout simplement monstrueux, vous allez pouvoir défausser les cartes que vous avez en main pour attaquer plusieurs fois, à l'instar du Scar rouge du 7-2 qui avait besoin de bannir un personnage pour se redresser. Lui, vous avez juste besoin de défausser une carte. Et comment est-ce qu'on arrive à défausser beaucoup de cartes avec ce deck, enfin avoir suffisamment de cartes pour pourquoi pas rendre le monstro vraiment très impressionnant? Et bien c'est parce qu'on embarque 3 qui trouve garde, donc une action qui n'est rien de plus simple. Pour 5 ancrables, vous piochez 3 cartes. Ça fait du bien dans un deck qui est capable de ramper, de pouvoir piocher beaucoup de cartes. Et l'autre carte évidemment qui vous fait piocher beaucoup de cartes, c'est Mes Amis de l'Au-delà, piocher 2 cartes pour 3, la chanson, hein, tout le monde connaît. Les glaces à l'eau qui vous font également piocher. Pour arriver à ce plan de jeu là, il faut bien évidemment essayer de s'accélérer un petit peu en encre. Ça tombe bien, on joue bleu, donc on va pouvoir prendre 4 typos pour ramper, ainsi que 4 voguer sur la mer Azurite. Le tour 1 qu'on veut faire, parce que là vous vous dites oui c'est pas mal, mais il y a peu de tour 1 quand même, on en a seulement 4. Pas de panique, on embarque quand même les belles apprenties inventrices, la 3-3 donc on a vu tout à l'heure, qui peut être jouée du coup pour le tour 1. Vous jouez votre glace à l'eau, vous bannissez votre glace à l'eau et vous posez votre belle gratuitement. Globalement si vous arrivez à faire ça, qu'au tour d'après vous arrivez à chanter Mes Amis de l'Au-delà et que vous enchaînez avec un voguer sur la mer Azurite, c'est vraiment très très fort. Et le côté champagne évidemment, c'est en plus du voguer sur la mer Azurite, vous rejouez une glace à l'eau et vous reposez une belle, et là globalement la partie risque de se dérouler très très bien. Pour avoir un petit peu de réactivité, on va forcément prendre Madame Mime en renard, la 4-3 charge qui permet de remonter un personnage. Toujours pour le côté pioche, on embarque 4 génies qui ont en plus l'extrême amabilité de l'aurer 2 et d'être insaisissable et d'avoir des stats ma foi très correctes. 2-4, 3 Yago parce que c'est des grosses stats, et qu'au final la dissipation, c'est pas tant un malus que ça, puisque l'adversaire va rarement
embarquer beaucoup d'actions qui ciblent un petit peu les personnages et notamment les personnages adverses, des petites actions un petit peu qui servent à rien juste pour aller dissiper une illusion, donc forcément c'est pas beaucoup joué, donc le Yago ça reste une 4-6 pour 4 insaisissable. Heureusement ça l'orca 1, sinon ça aurait été vraiment très pénible. 2 Merlin Chèvre pour pouvoir finir les parties, vous avez quand même un mini package boons avec Madame Mime Renard. On peut embarquer l'Equida, penseuse créative, la 3-3 pour 4 ancrables, hors d'atteinte, killer 1, pendant votre tour. Pardon, vous pouvez l'engager, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre réserve d'encre face cachée et l'autre sur votre pioche. C'est un petit peu comme un bleu lumière mais en moins fort. Mais voilà, on ne peut pas non plus tout avoir, les bleus lumière, ça aurait peut-être été de trop. Seulement 9 non ancrables, donc le deck est évidemment très agréable à jouer puisque vous allez rarement avoir des problèmes d'encre. 4 belles mystiques accomplies, donc pourquoi pas s'altérer sur votre petite belle, et aussi parce que même pour 5 ancrables, de toute façon avec ce deck vous allez avoir beaucoup d'encre, donc ça va pas être trop un problème de pouvoir la jouer comme ceci. C'est une 4-4 pour 5 ancrables killer 2 qui peut s'altérer pour 3, donc comme je viens de lire, mais surtout lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ces jetons dommages sur un autre personnage adverse de votre choix. Ça vous permet de soigner vos personnages et d'aller blesser des personnages adverses. Je rappelle que vous allez pouvoir déplacer des jetons dommages, donc par exemple je pense à la nouvelle star un petit peu du 7-8, le Rhino. Si vous lui déplacez 3 jetons dommages, bien évidemment vous ne prenez pas la résistance 2, donc vous pouvez tout simplement détruire le Rhino en face avec la belle. 4 Tamatoa peut enfin sécher ses larmes parce que on joue des objets et qu'on veut pouvoir les récupérer pour ensuite repiocher, etc. etc. Et je crois qu'on a fait le tour de cette decklist Blurple. Il y a plein de façons de decker le Blurple. Je pense qu'il y a autant de façons de jouer Blurple qu'il y a de joueurs de Blurple. Donc globalement c'est à vous de vous approprier cette decklist là. Là j'ai essayé de vous montrer une decklist moi qui me plaît pas mal, qui est assez originale avec Léana. La Elsa, bon c'est peut-être un petit peu de trop, mais voilà, moi j'aime quand même bien la carte, donc j'avais envie de la remettre dedans. Les monstros, je pense que eux par contre se sont fait une très bonne place, et l'Akida, moi j'aime bien le côté hors d'atteinte, le côté on peut ramper un petit peu creuser dans sa decklist, donc voilà, c'est à vous évidemment de vous approprier ensuite les decklists et de pas juste les copier-coller un petit peu comme ça bêtement. Il faut évidemment les jouer et essayer de trouver les cartes qui nous plaisent et celles qui nous plaisent pas, et de les adapter un petit peu à notre style de jeu, parce qu'on a tous des sensibilités un peu différentes à ce sujet là. Pour rester dans les decklists à base de violet, on peut s'intéresser à une des decklists violet rouge, pour le coup qui peine un petit peu plus que les sets d'avant à revenir sur le devant de la scène, mais dans cette version un petit peu évasif, insaisissable, ça devient quand même assez intéressant. Donc le classique triptyque en violet, 4 adeptes de Chernadog, 4 balais magiques, 4 Diablo. Ensuite une carte un petit peu plus originale mais qui semble en tout cas convaincre pas mal de monde, c'est la Ursula, sorcière des mers enragées, une 1-3 pour 2 en crabe killer 1 et qui a offensif 2, donc globalement c'est une 3-3 lorsque vous attaquez, une 1-3 lorsque vous défendez. On a l'air en tout cas d'avoir besoin d'avoir ce petit peps d'attaque, notamment parce qu'on joue aussi des crabes, donc globalement vous pouvez transformer votre petite Ursula 1-3 en un espèce de monstre 6-3 lorsqu'elle attaque si vous avez un crabe, donc ça peut vous aider à vous débarrasser de bien des vilaines créatures que l'adversaire pourrait vouloir jouer. Les crabes évidemment ils servent aussi pour toutes les créatures, hein. C'est si ce n'est la meilleure carte du violet, en tout cas c'est une des meilleures cartes en violet puisqu'elle donnera offensif plus 3 lorsqu'elle arrive en jeu et lorsqu'elle quitte le plateau. Madame Mime Renard, on joue violet, donc forcément on va pas se priver. Et après le côté évasif, c'est parce qu'on embarque surtout le Peter Pan Trouveur d'ombre, la 2-3 pour 3 non ancrable qui leur 1 charge insaisissable, et surtout vos personnages avec insaisissable gagnent charge. Donc du coup vous vous retrouvez avec des génies 2-4 qui leur 2, donc ils font piocher, qui eux aussi auront la charge, avec vos Yago qui eux aussi auront la charge, et enfin avec vos Elsa qui elles aussi auront la charge. Et non, j'ai oublié évidemment la star du deck, enfin la star rouge en tout cas du 7-6, le Mawidomé requin, lui aussi est insaisissable, donc lui aussi aura la capacité charge, donc ça le rend d'autant plus redoutable puisque lorsque vous allez le poser, vous allez pouvoir tout de suite attaquer, tout de suite récupérer une de vos cartes actions que vous aurez joué avant. Bon, vous risquez de ne pas pouvoir la rejouer tout de suite vu que vous aurez déjà payé 6
pour jouer votre Maui demi-requin, un seul Maui idole des hommes pour avoir un petit peu de peps, une Madame Médusa. Donc je vous disais que les Hades revenaient dans la version rouge-bleu parce que les Médusas avaient un petit peu disparu. Et ben là on peut éventuellement prévoir, en tout cas imaginer un retour des Médusas dans la méta, notamment dans les decks à base de rouge. Pour rappel, c'est une 4-4 pour 6 non ancrable qui leur 1, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 d'attaque ou moins et bannissez-le, tout simplement. La nouvelle carte du 7-8 qui arrive dans le deck rouge-violet insaisissable, c'est le Hades Tyran Impitoyable, une 3-6 pour 7 non ancrable qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites piocher 2 cartes, c'est évidemment très intéressant. Vous avez pas mal de personnages avec beaucoup de points de vie, notamment les Yago, les Elsa, donc vous allez pouvoir facilement infliger 2 points de dégâts à vos personnages pour piocher 2, et on le sait, un rouge-violet qui arrive à avoir beaucoup de mains, c'est souvent un rouge-violet qui se dirige vers une victoire. Une grosse Ursula, reine sorcière des mers, donc vous avez le choix en termes de skin alternatif puisqu'elle en a 2, une version enchantée, une version promo qu'on pouvait gagner lors des 7 championships du 7-4. Pour rappel, elle s'altère pour 5, c'est une 4-7 pour 7 ancrable qui leur 3. C'est déjà des stats très honorables. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. Plutôt intéressant pour pouvoir aller choisir des cibles avec votre Maui demi-requin. Les autres personnages ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Ça c'est assez intéressant. Donc cette carte, on le sait, hein, ça a terrorisé les Steel Song pendant longtemps. On la voyait beaucoup jouer dans le violet-vert puisqu'on embarque les petites Ursula en bobineuse. Mais pourquoi pas, hein, là on embarque les Ursula 1-3 qui ont offensif 2. Donc pourquoi pas prendre une petite Ursula au cas où. Ça peut être un petit peu la surprise, l'adversaire peut ne pas s'y attendre et ça peut le surprendre. Sinon, du classique, 3 bagarres, un qui trouve garde quand même pour s'assurer beaucoup de pioches, un feu du dragon. Alors pourquoi on embarque des actions en un exemplaire dans ce deck là? Et ben c'est parce qu'on a Maui demi-requin, donc en fait on peut imaginer qu'on puisse en tout cas les rejouer plusieurs fois, notamment le feu du dragon. Vous attaquez avec votre Maui requin, vous récupérez votre feu du dragon, vous jouez votre feu du dragon, vous rattaquez avec Maui requin, vous récupérez le feu du dragon, etc., etc. Vous avez évidemment compris. Mes amis de l'au-delà en 4 exemplaires, 3 vies de pirates, parce qu'on veut quand même empêcher l'adversaire. Si jamais celui-ci est allé un petit peu trop vite, on veut le ralentir et pourquoi pas se booster nous, hein, toujours pareil avec Maui demi-requin, on a vu hein, cette combo là marche très très bien. 3 soyez prêts parce qu'on est rouge-violet à vocation un petit peu contrôle. Et enfin 3 librairies, un cadeau pour Belle, donc le lieu avec 8 de volonté pour 3 en crabe qui leur 1. Lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte, un autre moteur de pioche pour le rouge-violet, pour être sûr d'avoir toujours des solutions à proposer à votre adversaire. Et on passe maintenant donc un petit peu, on oublie un petit peu les 3 archétypes ultra dominants de cette première année de l'Orcana, à savoir le jaune-gris, le rouge-bleu et le rouge-violet. Bon, le Blurple est un petit peu la nouveauté, même s'il est arrivé au 7-7, on oublie un petit peu tous ces archétypes control value assez lourd et on va se diriger vers évidemment les archétypes qui font couler beaucoup d'encre, à savoir les archétypes discard. Il y en a plusieurs que vous pouvez jouer. Il y a notamment cette version que je vous avais présentée, la version violet-vert discard avec les louis et les tics. Donc les louis, pour rappel, hein, ils vous permettent de donner combattant à un personnage adverse, lui-même entre épuisé. Il a des très très bonnes stats pour son coût en mana. Donc ça va vous permettre d'obliger un personnage adverse à venir s'empaler sur votre louis en début de partie. Ça peut vous aider à reprendre la tempo d'une partie. Il joue aussi un petit peu le côté insaisissable et charge du rouge-violet qu'on vient de voir, notamment au travers du Peter Pan, Trouveur d'ombre, qui donnera évidemment charge comme tout à l'heure au Génie, au Yago et au Elsa. Sinon, qu'est-ce qui est un petit peu notable dans cette decklist là, même si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite. C'est évidemment les 3 Diablos pour être sûr de pouvoir altérer votre Diablo légendaire en début de partie pour pouvoir commencer à faire de la value. 4 Ursula pour aller défausser la main adverse, 2 Madame Imrenard pour un petit peu de réactivité, 3 Merlin pour pourquoi pas rentabiliser les Diablos, ou en tout cas être capable d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut avec n'importe quelle créature. 3 points Jean, puisque je vous le rappelle que c'est la pierre angulaire de tous les archétypes discard, la carte que beaucoup de joueurs veulent voir disparaître, et honnêtement je pense qu'elle ne sera pas rééditée. Un an de discard c'est bien, il en faut pas plus, surtout que cette carte là
est quand même, il est vrai, pas très fun puisque l'adversaire ne peut pas trop réagir avec, mais on remarque quand même, alors ça c'est une petite digression de ma part, que cette saison 1 de l'Orcana a surtout vu briller des decks qui ne demandent pas de setup trop compliqué, des mécaniques où l'adversaire globalement ne peut pas répondre. Je pense notamment aux chansons grises du style son qui mettent 2 de dégâts, 4 dégâts ou plus de dégâts. L'adversaire globalement ne peut rien faire, il se prend les dégâts et puis c'est tout. Je pense évidemment à la manière de contrôler du rouge, bannissez ce personnage, détruisez tous les personnages. En fait, cette première année de l'Orcana, je pense qu'elle a été vraiment marquée par des archétypes qui ne demandent pas forcément de mise en place. Forcément, hein, au début d'un jeu de cartes, c'est compliqué avec un pool de cartes réduite de pouvoir faire des synergies vraiment complètes dans les decks. Donc je pense qu'ils ont voulu partir sur des bases un petit peu plus simples avec des cartes qui ont des effets, enfin en tout cas qui ne demandent pas de setup particulier, juste d'être joué. Je pense que c'est principalement pour ça que le Prince Jean énerve un petit peu. Des ticks du coup pour profiter tout de suite du Prince Jean et poser un petit peu de board, c'est évidemment utile. On sait que les decks discard parfois avaient un peu de mal post Prince Jean à reprendre le board si jamais l'adversaire avait du board, même s'il avait plus de cartes en main, il pouvait continuer à partir à l'aventure et pourquoi pas finir les parties. Les Elsa 5e esprit parce qu'on joue du violet et qu'on veut forcément des Elsa 5e esprit. Un seul Kriki pour du coup peut-être augmenter cette possibilité d'avoir un peu de peps avec notre deck pour reprendre le board, et aussi parce que c'est un excellent loreur, hein, il lore pour 3, 3-4 pour 5 ancrables, pourquoi ne pas l'embarquer. La nouveauté évidemment dans les decks vert violet discard, c'est la synergie entre abaisse le levier, une action pour 3 ancrables qui vous propose de piocher de cartes ou de faire défausser votre adversaire. C'est parfait parce qu'on joue du vert et du violet et c'est exactement ce que veut faire ce deck là, piocher ou faire défausser votre adversaire. Donc forcément on en embarque 4 et ensuite on a 3 passe levier là, une action aussi pour 3 ancrables qui vous propose de choisir un personnage, de le renvoyer dans la main de son propriétaire ou de placer une carte nommée abaisse le levier, donc la carte qu'on vient de voir, de votre défausse sous votre pioche pour choisir un personnage et le placer sous la pioche de son personnage. En fait c'est marrant parce que la première carte est très forte, celle-ci est quand même très intéressante puisqu'elle va vous offrir un petit peu de tempo, et si vous avez réussi à jouer des abaisse le levier, c'est tout simplement un anti-bet très très puissant puisqu'il ne va pas le mettre dans la défausse où l'adversaire pourrait pourquoi pas le rejouer depuis sa défausse. Il va tout simplement, il va pas non plus le remonter dans sa main où l'adversaire peut le rejouer assez facilement. Non, il va le placer sous son deck et globalement c'est la meilleure manière de se débarrasser durablement d'une créature. Une petite carte improvisée certainement pour un petit peu un filler, ou alors une carte qu'on peut avoir besoin dans les matchs miroirs pour aller pourquoi pas dissiper un Yago qui serait un petit peu trop pénible. Au pire des cas c'est une carte qui se recycle d'elle-même puisque pour 1 vous allez piocher 1. Et enfin le package de chansons un petit peu classique des decks violet vert discard, 4 cruelles diablesses qui font défausser l'adversaire, 4 mes amis de Golda qui vous font piocher de cartes, et enfin 3 ne parlons pas de Bruno qui vous permettent de remonter une carte dans la main de votre adversaire et ensuite de le faire défausser. Donc si vous avez réussi votre plan de jeu, c'est évidemment une très bonne carte de contrôle puisque la carte remontée sera illico et promptement défaussée. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette decklist là puisque je l'ai déjà présenté en vidéo. Une autre archétype discard, donc qui profite du Prince Jean et du côté vert, donc vous le voyez en regardant la decklist. Globalement les cartes vertes c'est un petit peu les mêmes, on a les 4 Diablo, les 4 Ursula en bobineuse parce que cette carte est tout simplement très très forte. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson de votre choix. Les 4 Diablo, les 4 Prince Jean. Cette fois-ci on embarque la Ursula la plus perfide de toutes, une carte qui avait fait beaucoup de bruit au 7-3 puisque c'est une 2-3 pour 3 en crabe qui lore 1, et chaque fois que ce personnage chante une chanson vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse puis la remettre sous votre pioche. Ça vous permet de chanter 2 fois les chansons, ça marche évidemment avec les chansons à l'unisson, donc si elle est jouée, si elle est inclinée en tout cas pour chanter une chanson à l'unisson, vous pouvez déclencher son effet et rechanter la chanson une autre fois, donc c'est évidemment très très fort. 3 morphes
pour pouvoir aller altérer un petit peu ce qu'on veut dessus, et notamment la bête héros tragique, donc qui était à la base beaucoup plus jouée dans le style song, mais qui maintenant est jouée dans les verts gris discard, une 3-5 pour 5 en crabe killer 2 qui s'altère pour 3, donc c'est très intéressant avec Morph si vous voulez dès le tour 3 faire de la value, poser une grosse créature qui va vous permettre de piocher et d'engranger beaucoup de value dès les tours suivants. Si ce personnage n'a aucun jeton sur lui au début de votre tour, piochez une carte, sinon il gagne plus 4 d'attaque. Une carte qui a très peu de défauts à mon sens. Son seul défaut, je pense, c'est de ne pas avoir de petites bêtes intéressantes. Donc la bête qui coûterait par exemple 1 ou 2 et qui aurait un effet intéressant. C'est principalement son seul défaut. Les autres cartes que vous allez pouvoir altérer dessus, c'est le Pat Pirate de l'espace, une 5-5 pour 600 crabes qui s'altère pour 4 killer 2. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons de l'anti-style song donc. Et vos personnages pirates gagnent résistance plus 1. Lui est pirate donc ça fonctionne pour lui. Vous avez évidemment une autre cible pour l'alter de ce Pat Pirate de l'espace, c'est évidemment Pat Arbitre, la 3-3 pour 3 ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. La carte très forte pour temporiser du contrôle ou du style song, on connaît évidemment. Et enfin, moi, une mécanique que j'ai beaucoup aimé dans cette première année de l'Orcana, c'est la mécanique des muses, hors d'atteinte 2-4 pour 4 ancrables. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. J'ai toujours aimé cette mécanique et forcément si on embarque les muses, ça veut dire qu'on embarque beaucoup de chansons, du classique, vous allez voir Cruelle Diablesse, 4 perdus dans l'hiver, 4 plus ardents que le feu des volcans, 4 ne parlons pas de Bruno et une petite nouvelle carte, Beyond the Horizon, une chanson à l'unisson pour 7 ancrables. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs, chaque joueur ainsi choisi défausse sa main puis pioche 3 cartes. Cette carte a évidemment l'énorme avantage de pouvoir sélectionner l'adversaire contrairement au sort rêve bleu où tous les adversaires défaussent leur main et tous les adversaires repiochent 3. Là, vous pouvez choisir juste votre adversaire, vous pouvez vous choisir vous-même et vous pouvez choisir les 2 personnes pour faire son effet. Ça marche très bien. Et enfin, 2 cris cachés pour essayer de permettre à vos diablos de survivre un petit peu plus longtemps, surtout si vous affrontez du style song. 2 tics parce qu'on veut pouvoir les jouer après le prince Jean. Toujours pareil, on veut essayer de faire de la value avec le prince Jean, mais ne pas non plus trop laisser tomber le board parce qu'en fait on peut réussir à faire défausser l'adversaire, mais si l'adversaire a beaucoup plus de cartes sur le board que nous, ça peut devenir compliqué. Le tic est un petit peu là pour ça, c'est quand même une 3-2, ça peut faire des choses sur un board. Et enfin la dernière carte, c'est le Maui Filou Entêté. Alors cette carte, elle n'est pas énormément jouée pour l'instant, mais je suis sûr qu'après la rotation, elle va devenir vraiment incontournable puisque c'est une 4-4 pour 6 en crabe killer 3. Bon, les stats sont un peu faibles, mais la quantité de l'or est incroyable. Et surtout, lorsque ce personnage est banni, vous allez avoir le choix entre placer 2 dommages sur chaque personnage adverse, l'effet de tuant la bête, un petit peu gratuitement, de bannir tous les objets adverses ou de bannir tous les lieux adverses. Donc en fait, dans tous les cas, cette carte est forte. Puisque si l'adversaire arrive à vous la bannir, vous allez pouvoir l'attaquer, enfin en tout cas détruire beaucoup de choses qu'il pourrait y avoir sur le board, à savoir les objets, les lieux ou les personnages. Donc je trouve qu'elle a très peu de défauts, elle est ancrable, elle a quand même 4 de vie et 4 de force, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin oui, 2 baboum pour pouvoir aller taper de manière très réactive les cartes qui pourraient nous embêter. Et on n'a pas fini avec les archétypes discard puisque il y a un archétype discard qui, vous le savez, si vous suivez la chaîne, me plaît énormément, c'est l'archétype discard jaune vert. Il est un petit peu modifié, c'est un archétype qui n'avait pas vu beaucoup d'évolution depuis le 7.5 je pense, voire même peut-être un peu avant. Là par contre on peut le trouver, on peut le voir parfait avec des variantes un petit peu, puisque une des variantes en tout cas embarque des Aladdin Prince Ali, des 2-2 pour 2 en crabe qui ont hors d'atteinte et qui l'or pour 1. Donc le seul point positif de cette carte, c'est qu'elle est hors d'atteinte. Vous pouvez la remplacer par Bobby, une autre carte verte si vous n'aimez pas Aladdin, ou vice versa, jouer Aladdin si vous adorez Aladdin. 4 Diablos parce qu'on embarque forcément les Diablos messagers dévoués. 4 Ursula parce qu'on joue du vert et qu'on
qu'on veut protéger au maximum ces Diablos. On est un vert jaune discard avec beaucoup de chansons, donc on va embarquer 4 Ariel chanteuses exceptionnelles que vous connaissez, on l'a déjà vu dans le Steel Song, 4 Louis parce que pareil on l'a vu, c'est pas mal pour reprendre le board, c'est pas mal pour faire plein de choses, 4 Prince Jean parce qu'on est un archétype discard, 4 Muses parce que cet archétype là aime chanter des chansons, on les présentera juste après, un seul tic parce qu'on n'avait certainement pas assez de place pour en mettre plus, une Kida donc, qui est très intéressante puisque c'est une légendaire du set 3, elle est 3-5 pour 5 ancrables qui leur 2, elle s'altère pour 3 mais nous on ne joue pas d'alter, de petit alter Kida donc peu importe. Par contre lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages adverses, non tous les personnages tout court, même les vôtres, subissent -3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Alors c'est pas mal pour juste protéger votre board, faire un gros tour où vous allez aller lorer avec beaucoup de personnages et que votre adversaire globalement pourra pas venir vous trade. Donc en fait ça peut vous permettre de lorer beaucoup avec vos personnages, de ne pas subir de pertes pendant le tour adverse et ensuite de repartir à l'aventure avec tous vos personnages pendant le tour d'après. Ça peut suffire, en tout cas ça permet d'accélérer grandement les games parce qu'on sait que des fois les archétypes discard, voilà, ça peut être un peu pénible pour votre adversaire, donc si vous pouvez écourter les games, n'hésitez pas à le faire. Mais elle est aussi surtout utile parce que on joue des chansons et on est peut-être le seul deck discard à avoir un contrôle de masse via le Sous l'Océan et l'Akida, puisque c'est une chanson à l'unition 8 qui permet de remettre tous les personnages adverses avec 2 d'attaque ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. C'est tout simplement... Bon alors il est conditionnel mais c'est le meilleur anti-bet du jeu puisque vous n'allez pas les mettre dans la défausse comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez les mettre sous la pioche et l'adversaire a très peu de moyens d'aller les récupérer sous la pioche, donc globalement c'est très très fort. Il est évidemment conditionnel, les personnages adverses doivent avoir 2 d'attaque ou moins, c'est là que Kida trouve tout son intérêt. Un Kriki pour pareil avoir un petit peu plus de réactivité sur le board, une Madame de Treven si jamais vous voulez aller récupérer une action qui vous ferait défaut, par exemple pourquoi pas un Sous l'Océan. Et enfin le gros avantage du jaune vert discard par rapport aux autres, c'est que vous avez accès à Tu m'as oublié, une carte qui fait vraiment pas dans la dentelle. Pour 4 ancrables, choisissez chaque adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Ça vient parfaitement en curve après le Prince Jean, donc globalement vous posez votre Prince Jean, le tour d'après vous proposez à votre adversaire de défausser 2 cartes et vous d'en piocher 2, c'est évidemment très fort. Vous avez également accès à Il en faut peu pour être heureux, pour révéler la main de votre adversaire d'une part et surtout choisir une carte non personnage de votre choix et la défausser, de la défausse sélective. C'est évidemment très très bien. 4 Cruelles Diablesses pour pareil aller faire défausser votre adversaire. 3 Peignons les Roses en rouge qui permet d'activer votre Sous l'Océan un peu plus facilement ou vos Muses un peu plus facilement puisque vous allez choisir jusqu'à 2 personnages, leur faire subir -1 de dégâts et surtout piocher une carte. Donc avec vos Muses c'est évidemment très intéressant, vous allez pouvoir contrôler l'adversaire et quand on est un archétype discard, pouvoir remonter les cartes dans la main de son adversaire pour avoir des cibles à discard et donc faire de la value avec votre Prince Jean. C'est évidemment jouissif. On peut tenter aussi cette carte là, J'ai perdu le Nord, donc une chanson pour 4 ancrables. Tous les personnages adverses subissent -2 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. C'est un peu comme Kida mais en version chanson, donc si vous avez beaucoup le board et que vous ne trouvez pas vos Kida, ça peut vous permettre de faire J'ai perdu le Nord suivi d'un Sous l'Océan. Et enfin 4, ne parlons pas de Bruno parce que quand on veut contrôler et qu'on a réussi à faire discard la main de son adversaire, c'est évidemment très très fort. On enchaîne avec le 10e deck, je crois déjà, que je voulais vous présenter. C'est une version du gris-violet. Donc là j'ai pris la version qui est proche de celle que je jouais DKP, donc une version balai. À quoi est-ce qu'on reconnaît une version balai, hein? C'est évidemment parce qu'on embarque des Yensid et on embarque des balais magiques et des balais magiques, pardon, des gardiens de l'illuminarium et des nettoyeurs aériens qui sont très très bien pour aller chercher les créatures insaisissables que votre adversaire pourrait jouer. Le balai magique qui s'intègre naturellement dans toutes les versions un petit peu mid-range du violet, puisque ça va vous permettre de poser des cartes qui vous permettent de faire de la value aux côtés des Diablos et des adeptes de Chernabog. 2 Madame Mime en serpent pour pouvoir faire un petit peu de boons, tout comme les Madame Mime renard qui en plus permettent d'avoir ce côté très explosif. 4 Monsieur Mouche parce que on aime les cartes très très fortes et on aime ce tour 2 très très fort, du coup qui va lui aussi malheureusement disparaître avec la rotation.
enfin malheureusement ou heureusement, parce que évidemment c'est un mal pour un bien, on perd des cartes qu'on aime bien, mais on va découvrir de nouvelles stratégies et c'est ce qu'on veut dans un jeu de cartes, du renouveau et de la fraîcheur. 4 profs pour être sûr, si jamais on n'a plus de cartes en main, d'avoir un petit peu ce petit coup de gaz en plus qui peut permettre de faire beaucoup de bien. 4 cobras géants pour finir les games en défaussant une carte et en l'aurant 2 à distance, tout comme les merlins chèvres qui vous permettent de l'aurer 1 lorsqu'ils arrivent en jeu et lorsqu'ils quittent le plateau. 3 génies, parce qu'on l'a vu, c'est une des meilleures cartes en violet. 4 pattes pour, pareil, temporiser un petit peu les chansons pénibles en face. 4 merlins crabes, parce que c'est un staple en violet. 3, allumer les mèches pour pareil coller 2 petits dégâts par-ci par-là et pouvoir finir des créatures qui nous embêteraient. 3 mes amis de là et seulement, on n'embarque que les plus ardents que le fait des volcans et pas les perdus dans l'hiver. Je pense que c'est pour une question de place et de non ancrable. Les plus ardents que le feu de volcan qui sont évidemment bien plus forts lorsque vous arrivez à vous expandre sur le board. Et on passe ensuite à des petites decklists bonus parce que je trouve que c'est des decklists donc, qui ont été joués au World mais qui méritent vraiment d'être testées en championnat de set, enfin en tournoi construit parce que je trouve qu'elles sont très intéressantes. Et là vous allez vous dire encore un Steel Song, oui mais non pas tout à fait. Là c'est plutôt un Amber Steel mid parce que si vous êtes un petit peu attentif vous remarquez qu'il manquera des ce rêve bleu. On n'est pas non plus dans une version aggro parce qu'on embarque des camps soudains sur Vanzos. On remarque aussi que ça contrevient un petit peu à la règle des Ariel, donc la règle qui veut que si on joue des Ariel et qu'on veut que 2 Ariel sur 3 trouvent une chanson, il faut arriver à 17 de l'or. Bon là il n'y en a que 16. C'est tout simplement la version que Edmond Chu a ramenée au World et vous le voyez qu'elle est tout simplement parfaite. Il n'y a que des cartes en 4 exemplaires. J'adore ça, c'est en général des decklists d'une stabilité assez impressionnante. On veut absolument chanter, hein, vous le voyez que là on se pose pas de questions. On n'embarque pas les Monsieur Mouche, par contre on embarque Troubadour et Ursula en 4 exemplaires. On embarque logiquement la nouvelle boucle Rhino qui a complètement éclipsé la boucle Robin. Les Cendrillons fait sensation au bal parce qu'on veut pouvoir chanter dès le début. 4 Ariel chanteuse exceptionnelle, 4 pattes arbitre, 4 réponses parce qu'on veut quand même un petit peu de moyens de piocher avec ce deck là. Pour toujours dans la même idée, piocher, on va prendre des bêtes. En fait cette decklist là est très intelligente parce que elle va en tout cas si vous affrontez beaucoup de decklists Steel Song classiques, vous allez obliger un petit peu, enfin l'adversaire va être obligé au bout d'un moment à faire un sort rêve bleu et vous allez évidemment en bénéficier beaucoup. Vos bêtes vont vous permettre de pallier un petit peu ce manque de ce rêve bleu puisque vous n'allez pas pouvoir choisir quand est-ce que vous faites ce rêve bleu. En gros l'objectif de ce deck là c'est de tuer tous les, enfin en tout cas dans un match-up miroir, donc si jamais vous rencontrez un Steel Song classique, ça va être de lui détruire tous ses Méloman 5 pour l'obliger un petit peu à jouer ce rêve bleu, de payer son ce rêve bleu et là ce serait tout simplement jackpot pour vous puisque vous allez récupérer plein de cartes et lui il va pas globalement pouvoir faire beaucoup de magie avec puisqu'il va être obligé de payer 5 pour faire son ce rêve bleu. Il va lui rester souvent peu de cartes à côté pour faire le reste, donc voilà c'est une decklist qui est très intéressante. 4 Namari et 4 Ariel guerrière Sonic, donc vous allez vouloir blaster à distance avec vos sorts et avec vos Ariel guerrière Sonic. À noter aussi la présence de C'est la fête, une chanson qui n'a pas vu beaucoup de jeux mais qui trouve ici une petite place. Regardez les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Remettez les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. En fait c'est exactement le même effet que Ariel mais pour les personnages et en plus pour un coût assez dérisoire. Donc voilà une decklist que je trouve très intéressante qui a été ramenée au World et je pense qu'elle peut vraiment surprendre dans la méta. En tout cas ça dépendra évidemment de ce que vous vous attendez à rencontrer. Et enfin l'autre decklist que je voulais vous ajouter dans cette méta-analyse, en tout cas dans ces decklists qui pour moi font sens pour aller au championnat de 7, c'est la decklist de Zach Bivens, un autre très très bon joueur. Un autre très très bon joueur du coup qui est arrivé au World avec une version
que je vous avais déjà présenté sur la chaîne dans une version légèrement différente, mais la version vert bleu objet, vert bleu Oswald, puisque vous allez essayer d'abuser de la capacité de Oswald, de lapin chanceux, une 2-1 pour 2 d'un encrable killer 2. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un objet, vous pouvez le jouer gratuitement et il entre en jeu épuisé, sinon placez-la sous votre pioche. Donc l'idée ça va être de jouer des Oswald et ensuite d'ancrer naturellement et d'aller chercher tout un tas d'objets, notamment les invocateurs d'encre cachée qui vont vous aider parce qu'on le remarque tout de suite. Ce deck là a 26 cartes non ancrables, donc je vous conseille même de hard mulligan pour trouver vos invocateurs d'encre cachée. Il vous faudra évidemment 2 cartes non ancrables à côté, mais ensuite une fois que vous avez réussi à poser votre invocateur d'encre cachée, vous n'avez plus de problème d'encre puisque toutes les cartes de votre main sont considérées comme ayant le symbole ancrable. De plus, lorsque vous jouez cet objet, vous piochez une carte. Après c'est un petit peu le même principe qu'avec la decklist rouge bleu objet. Vous allez vouloir abuser de l'atelier de Maurice qui, je vous le rappelle, vous permet de payer un supplémentaire lorsque vous jouez un objet pour piocher 1. Après c'est un petit peu du classique, on joue les Belles, on joue les Balthazar Picsou, on joue les Tamatoa pour essayer de récupérer les objets et on veut finir la game avec le combo sous fétiche Tamatoa Bling Bling. C'est vraiment du classique. On notait quand même qu'on a on a un équivalent à Soyez Prête. On embarque 4 spirales de saphir et on joue les sous l'océan. On a possibilité d'ancrer quand même beaucoup avec les plumes en forme d'arête et donc de profiter énormément du spiral de saphir et de rendre les sous l'océan terriblement efficaces. La dernière carte qu'on peut embarquer, en tout cas qui a été rajoutée dans cette decklist là, c'est le Triste Cire pour pouvoir aller un petit peu défier les personnages les personnages insaisissables. On a des kits pour ralentir un petit peu l'adversaire en début de partie, puisque ce deck là, tout comme le rouge bleu objet, peut parfois souffrir en début de partie puisque vous allez poser des objets et pas des créatures, donc l'adversaire peut se dire bah, ok, moi je vais tout droit et je ne tiens pas trop compte de ce que fait mon adversaire. On embarque aussi les Louis parce qu'on a vu que la capacité de rendre combattant un personnage très tôt dans la partie avec des stats assez énormes, ça peut évidemment aider à ne pas se faire déborder. Et sinon, pour asseoir un petit peu son contrôle, on va beaucoup jouer de piège génial de Ratigan, donc un objet qui était passé complètement inaperçu au set 2. Bannissez cet objet, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or pour 3 non ancrables. Si vous arrivez à les récupérer avec les Tamatoa, vous commencez à voir que vous allez avoir une sorte de récursivité avec cet objet là qui va vous permettre de réduire un petit peu, à l'instar du vide pirate, qui va vous permettre de contrôler un petit peu le lore de votre adversaire et d'éviter qu'il s'envole trop. On a en plus les communicateurs galactiques, un objet pour 2 non ancrables. Vous pouvez payer 1, bannissez cet objet, renvoyez dans la main de son propriétaire un personnage avec une attaque de 2 ou moins. C'est un peu comme le kit, vous allez pouvoir temporiser un petit peu votre adversaire et je vous rappelle que vous avez les spirales de saphir. Donc globalement vous allez pouvoir renvoyer en fin de partie un peu tous les personnages que vous voulez. Zach Bivens avait rajouté les spirales d'émeraude, puisque à chaque fois que une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage qui gagne insaisissable. C'était évidemment très intéressant parce qu'on sait que quand on affronte du violet ou du blurple, enfin peu importe, du violet d'une manière générale, pouvoir donner insaisissable à ces personnages, ça peut être utile pour aller les chercher, mais surtout ça va vous permettre de donner insaisissable à Oswald et pourquoi pas de le protéger, de protéger en fait vos personnages, de pouvoir aller lorer un petit peu tranquillement en donnant insaisissable à vos personnages. Ça peut embêter votre adversaire. On embarque 2 sous-fétiches pour finir la partie donc, et je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette decklist là, et je crois même qu'on a fini cette méta-analyse. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé d'aller quand même assez vite. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à vous y retrouver avant les championnats de 7 et pourquoi pas à gagner votre Jafar, voire votre tapis champion qui est, je le rappelle, magnifique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!